Colette Brackman, bonjour. Vous êtes journaliste au Grand Quotidien belge Le Soir, collaboratrice au Monde diplomatique et grande spécialiste de l'Afrique, en particulier du Congo. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des petits gâteaux, des Congolais, bien sûr. Et il y a un Congolais auquel vous vous êtes intéressé tout particulièrement, c'est le docteur Denis Mukwege. Vous venez de lui consacrer un livre, L'homme qui répare les femmes. Il les répare comment ? Mais ce sont des femmes qui ont subi des violences sexuelles et alors il les restaure, il leur fait des opérations d'ordre gynécologique pour essayer de leur rendre la santé et aussi leur fonction de femme. Il faut présenter un peu le contexte. Il tient un hôpital à Bukavu, dans la région de Bukavu, à l'est du Congo. Et c'est une région où, depuis une dizaine d'années, il y a l'armée congolaise et des milices armées qui se font la guerre. Voilà, donc il est le médecin-chef d'un hôpital de la banlieue de Bukavu et depuis 10 ans, depuis 99 même, il voit arriver des femmes de plus en plus atteintes, pas seulement de problèmes gynécologiques, mais mutilées, agressées sexuellement, détruites avec les organes reproductifs détruits. Le viol, c'est devenu une arme de guerre. Voilà, et c'est ça, c'est son constat, et que le viol est devenu une arme de destruction massive de la population, des femmes, mais aussi des communautés villageoises, des familles, parce qu'une femme détruite, c'est l'humiliation pour son mari, c'est l'humiliation pour le village, parce que ces actes se commettent souvent en public, au vu aussi de tout le monde, et donc lui apporte une aide médicale, et dans son hôpital, il y a aussi un service d'appui psychologique, d'appui juridique aussi aux femmes, pour essayer de les aider à redémarrer dans la vie après tout ça. Alors ce qu'il fait ne doit pas plaire à tout le monde, puisqu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. Son gardien a d'ailleurs été tué, et aujourd'hui il se cache en Europe, aux États-Unis. Oui, il était obligé de fuir parce que 5 hommes armés l'attendaient dans sa maison après qu'en Europe, il est tenu des propos très durs parce qu'en fait, ce qu'on lui reproche, c'est pas tellement de réparer les femmes ou de poser des actes médicaux, c'est de parler. C'est un militant également. C'est de témoigner. Il va partout dans le monde, il s'est exprimé à la tribune des Nations Unies pour dire voilà 15 ans que ça dure et que fait la communauté internationale. Et donc il met tout le monde en accusation, les milices armées, le pouvoir de Kinshasa, les Nations Unies. Donc c'est un homme qui dérange beaucoup de monde et 5 assassins l'attendaient dans sa maison lors de son dernier voyage. Alors je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici et derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question. On l'écoute. Je m'appelle Jean Beaufan, je suis écrivain congolais. J'ai publié notamment Mathématiques congolaises il y a quelques années chez Actes Sud. Dernièrement, j'ai assisté à une conférence où un représentant de l'Union européenne parlait du Congo comme l'Europe a déjà parlé du Congo comme de la capitale du viol, ou de Bukavu comme de la capitale du viol. Et dernièrement, ce représentant parlait de la culture du viol au Congo. Mais il semble que ces viols et ces mutilations se déroulent plutôt à l'est du Congo. On ne parle pas de viol à Mbandaka, à Kinshasa, à Gemena, Lumbashi, nulle part ailleurs. Uniquement, cette culture, quelque part, elle est centrée quelque part dans l'est du Congo, à la frontière avec le Rwanda. Dernièrement, le docteur Mukwege a subi un attentat. C'est lui qui répare les femmes, qui répare toutes ces femmes violées et mutilées. Alors ma question sera simple, Madame Brackman. Je voudrais savoir, évidemment, si vous pouvez répondre à la question, cet attentat, il a subi un attentat, il a dû se réfugier en Belgique. Je voudrais savoir de la part de qui pourrait venir cet attentat. Pourquoi est-ce qu'on veut faire taire le docteur Mukwege? Merci. Réponse. Le faire taire, je pense qu'il dérange beaucoup de monde. Il dérange le pouvoir de Kinshasa parce qu'il dit il ne fait rien pour mettre fin à cela. Donc c'est évidemment le gouvernement de son pays qui est interpellé. Il dérange la communauté internationale. Enfin là, je vois mal les Nations Unies commanditer cette action. Mais enfin, il dérange certainement. Il dérange aussi les pays voisins parce qu'il explique, et ça je voudrais le dire, c'est que le viol n'est pas dans la culture congolaise, n'est pas intrinsèque. On ne peut pas dire c'est une vieille coutume atavique. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui est
arrivé au Kivu dans la foulée du génocide au Rwanda. Le génocide 94... Ça veut dire quoi? Que ce sont des Rwandais qui pratiqueraient plutôt ces viols? Qui ont amené cette pratique, parce que déjà le viol comme arme de guerre, ça a été pratiqué au Rwanda en 1994 durant le génocide, et après ces gens se sont transportés au Kivu et ont continué ces pratiques, et ça s'est répandu comme une épidémie. Donc ce sont les anciens génocidaires qui se sont réfugiés au Congo. Voilà, c'est eux qui sont les pires dans ces violences sexuelles. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'un mouvement rebelle dans l'est du Congo, c'est le M23. C'est quoi ce mouvement? Il veut quoi? Il revendique quoi? Alors le M23 est un mouvement, son nom M23, il se réfère au 23 mars 2009 où on avait signé un accord de paix entre le mouvement rebelle précédent qui était des soldats tutsis congolais, des anciens d'anciennes rébellions, donc ce sont des gens qui ont toujours été liés avec le Rwanda durant les 15 années de guerre, qui avaient souscrit un accord en 2009 qui prévoyait l'impunité, leur réintégration dans l'armée. Ils estiment que les accords n'ont pas été respectés parce que le gouvernement de Kinshasa a voulu arrêter Bosco Ntaganda, qui est recherché par la Cour pénale internationale. Donc il a voulu appliquer les règles de la CPI. Et il a voulu aussi déplacer ses militaires dans d'autres régions du Congo, alors qu'eux veulent rester proches du Rwanda, qui est un peu leur protecteur, leur base arrière, leur grand frère, comme on voudra. Et donc ils se sont révoltés. Et maintenant, les revendications vont beaucoup plus loin. Elles ont débordé sur le terrain politique. Et voilà. Question d'un internaute, Marcel Klumec de Bruxelles, qui rejoint un peu ce que vous dites. Le problème du Congo, c'est qu'il est riche en coltan, ce minerai qui est utilisé pour les téléphones portables. Le M23 n'a aucune revendication. Ce que veulent les rebelles, c'est exploiter clandestinement le coltan et le vendre à leurs amis du Rwanda. Mais oui, parce que ces mouvements, ces groupes militaires restaient aux abords des sites miniers. Et donc ces sites miniers étaient exploités par des creuseurs et le minerai sort du pays d'une façon plus ou moins illégale vers les pays voisins, donc vers le Rwanda. Et donc il fallait des militaires pour contrôler tout ce trafic. Et le jour où on a voulu les déplacer, les envoyer à l'intérieur du pays, ils se sont révoltés parce qu'ils perdaient leur source de revenus. Il y a ça aussi. Est-ce que pour mettre fin à la guerre au Kivu, on pourrait reprendre la proposition qu'avait fait Nicolas Sarkozy, à savoir demander au Congo de partager son espace et ses richesses avec le Rwanda? Mais c'est une proposition assez naïve, parce que ça ne se fera pas comme ça. Mais je crois que si on prend le modèle de la construction européenne, on peut imaginer qu'après une période de paix, les pays concluent des accords économiques. Et c'est évidemment l'avenir de la région, c'est de conclure des accords économiques, une zone de libre-échange, des choses comme ça. Mais ça ne se fera en tout cas pas sous la contrainte militaire, avec des militaires armés qui l'imposent. Ça, ce sera rejeté. Plus il y aura la guerre, moins vite ce type d'arrangement pourra se conclure. Est-ce que l'Europe peut intervenir dans ce conflit? Mais certainement, l'Europe pourrait intervenir. Elle avait déjà fait une fois avec l'opération Artemis dans l'Itourie. Les Français et les Belges avaient mis fin à un mouvement armé. Cette fois-ci, l'Europe se montre beaucoup plus frileuse dans le cas du Kivu. Elle ne veut pas intervenir en première ligne. Elle se défausse sur les Nations Unies qui ne se donnent pas les moyens ou la volonté d'aller plus loin. L'Europe est un peu au balcon. Elle menace le Rwanda de sanctions économiques, mais ça ne se traduit pas par grand-chose de concret. Et parfois on se demande si le cheminement de ce fameux coltan, le fameux minerai, n'arrive pas aussi vers des sociétés européennes, qui fait que l'Europe finalement elle est au balcon, mais pas pour tout. Elle profite aussi peut-être de la situation. Colette Brackman, merci d'être venue au bar de l'Europe et prenez un petit Congolais. Merci.